Kazaki Takashi, sorti en 1999. Là, ben, comme le titre le dit, Afro Samouraï, un personnage afro qui tabasse. Et bon, après, c'est vrai que le scénario tient sur en une ligne, quoi. C'est un gamin qui voit son père se faire décapiter et qui décide de se venger, quoi. Il y a deux bandeaux dans cet univers. Il y a deux bandeaux. Il hérite du deuxième bandeau que lui laisse l'assassin de son père. Et son père, c'était il avait le numéro 1, le bandeau numéro 1. Donc du coup, il décide de pourchasser le tueur de son père. Sauf que dans ce monde-là, quand t'as le deuxième bandeau, bah, tout le monde veut t'attaquer pour te piquer le deuxième bandeau pour pouvoir affronter celui qui possède le premier bandeau. Voilà. Donc dans Bleach, ensuite, Bleach de Tite Kubo, il y a les personnages de Kaname Tozan et de Yoruichi Shiwin ou Shiwin, je sais pas comment dire. Bon, Yoruichi, voilà, c'est deux personnages afro. Et Tozan il tabasse, Yoruichi est tabasse aussi. Voilà. Il y a Nadia et le secret de l'eau qui a eu un gros succès quand même au Japon. Personnage afro, pareil. Et l'histoire est belle, franchement, regardez là. Donc ça c'est une petite liste non exhaustive de manga 100% japonais avec des personnages afro très importants. Et il y en a d'autres, hein. Ah, ben, je peux noter ouais, Naruto, j'ai même pas parlé de Naruto. Il y a un village entier. Le village du Raikage avec que des afros. Il y a Killer Bee, le Jinchuriki qui est c'est le deuxième Jinchuriki le plus puissant. Il y a Naruto qui est le plus puissant, Jinchuriki, et le deuxième c'est Killer Bee. Voilà. Ouais, pour Mister Popo, ouais, t'as parlé de Mister Popo, c'est vrai que le design de Mister Popo avait fait polémique à l'époque. Et sauf parce que tout le monde pensait que c'était un noir, donc c'est vrai que ça peut le design faisait un peu cliché, quoi. Ben, c'est après qu'ils l'ont fait indienne. Ils l'ont fait indienne parce que à la base ils avaient fait des designs vraiment afro, c'est-à-dire vraiment afro, avec le nez en fait. Ils avaient vraiment fait le nez type afro comme le mien là. Vous voyez mon nez là. Sauf que avec ce style, les animateurs avaient vraiment du mal à animer. Ils avaient vraiment du mal à l'animer dans ce style-là, donc ils ont simplifié les traits. Donc le nez ils ont refait le nez comme ils avaient l'habitude de faire. Malheureusement. Donc ouais, après ça fait un peu plus indienne. Mais à la base c'était censé être vraiment afro. Ah ouais, il est excellent ce manga Nadia. Donc ah oui, je parlais de Mister Popo. C'est un jean, Mister Popo. Regardez c'est vrai que son jean faisait polémique, mais comment dire ça? J'ai l'impression, ça je peux pas le prouver parce qu'il l'a jamais dit. Akira Toriyama n'en a jamais parlé, mais je suis sûr que il s'est inspiré de la culture musulmane, parce que dans la culture musulmane, il est dit que, enfin le diable, enfin dans la religion chrétienne, on dit que le diable en fait c'est un ange déchu, alors que dans la religion musulmane, on dit que le diable c'est un djinn qui vivait avec Dieu. Et du coup, et dans Dragon Ball, bah, c'est ça, c'est-à-dire que il y a un djinn qui est avec Dieu. Sauf qu'il l'a fait, bah, ils l'ont fait foncer, quoi. Bah, c'est un djinn, c'est pas un être humain, c'est un djinn. Et mais faut pas oublier que au début de Dragon Ball, lorsque Goku a battu Piccolo Daimao, c'est-à-dire que c'est l'ennemi le plus puissant à l'époque dans Dragon Ball, quand il vient face à Mister Popo, alors qu'il a battu Piccolo Daimao, il a pas réussi à le battre, hein. Il a pas réussi à battre Mister Popo. Et Mister Popo, c'est celui c'est le créateur de la maquette du dragon, Shenron. Le dragon qu'on va chercher les 7 boules, là, il y a le dragon qui apparaît, ben c'est lui Shenron. Et ben celui qui a créé la maquette de Shenron, donc il a designé, c'est Mister Popo. Et celui qui a appris à Goku à effacer sa présence et cacher sa puissance, c'est Mister Popo aussi. Et d'ailleurs cette technique, ben, elle a vraiment merdé quand Vegeta arrive avec Nappa. Ils avaient le petit détecteur là pour voir la puissance des gars qu'ils affrontent. Ben, la technique de Mister Popo les a bien merdés, quoi. Parce que Goku tu le voyais à 5000, quoi. Donc ils disent ouais c'est bon, il est nul et tout. Ben non, il est défoncé parce qu'il était beaucoup au-dessus de 5000.
C'est juste qu'il cachait sa puissance. Donc il leur a appris des techniques qui étaient quand même intéressantes, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et cette histoire a tellement fait polémique qu'à la fin de Dragon Ball, enfin la vraie fin, c'est avec Boo. Ben Boo, c'est un djinn également. Et quand Goku tue Boo, Boo se réincarne. Mais il se réincarne en afro-descendant. Et la fin de Dragon Ball, c'est quoi? Ben c'est Goku. C'est l'être le plus puissant. Ah bah oui, il est beaucoup plus puissant, Popo, au début. Hein. Et ben quand Boo se réincarne en Oob, Goku, qui est censé être l'être le plus puissant à la fin de ce manga, en fait, de l'univers, c'est le plus puissant, il décide de prendre un afro-descendant pour en faire son disciple. C'est-à-dire qu'il va le former. La fin de Dragon Ball, c'est ça. Hein. C'est Goku qui va récupérer Oob, qui part avec lui pour l'entraîner, pour en faire le nouveau protecteur de la Terre. La Terre et de l'univers, en fait. C'est-à-dire qu'il a transformé un gars qui était pur, enfin les deux étaient purs. C'est-à-dire que Boo est pur, mais mauvais, et Goku est pur et bon. Il l'a transformé en tuant, il a demandé en fait que cette personne revienne en fait, mais pur et bon. Et c'est ce qu'on lui a offert. Et il en fait le nouveau protecteur de la Terre. Donc, c'est pas une fin magnifique ça? Quel autre manga a fait ça? Moi, je trouve cette fin géniale, quoi. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Enfin bref, c'était pour aller de Mister Popo, là. La petite polémique et la fin. Moi, je trouve que c'est une fin magnifique, cette fin. Et c'est pour ça qu'il y tient autant, d'ailleurs, Akira Toriyama. Parce que même DBS, là, ils ont voulu faire leur truc. Mais lui, il a dit, bah, vous ne changez pas ma fin. Si vous faites DBS, vous le faites entre... voilà, vous le faites entre l'arc-bout et ma fin. Mais pas après. Grave. Ensuite, donc maintenant, nous allons attaquer une autre partie intéressante. Qui est les mangas afro qui sont sortis avant 2020. Donc là, pareil, prenez des notes. Hein. Il y a Makaku de Ntosha. Et franchement, allez lire ce manga parce qu'il tabasse, quoi. Les designs sont dingues. C'est hallucinant que les gens ne connaissent pas ce manga. Allez le lire, quoi. Essayez de le trouver, lisez-le. Il y a Orion de Kiro Games. Ils ont fait le... Ah ouais, excellente BD, hein. Franchement, Makaku, génial, quoi. Vous devez lire cette œuvre, vous devez la lire. Je crois qu'elle est sortie en 2015, si je dis pas de bêtises. Vous allez me contredire ou pas dans les commentaires. Mais c'est en 2015 qu'elle est sortie. Que ce manga est sorti, pardon. De Ntosha. Orion de Kiro Games. Ah ben ouais, mais franchement, moi j'adorais l'humour de Dragon Ball. Mais j'ai bien aimé aussi le côté combat. Hein. Par exemple, moi dans la planète Taku, il y a énormément de combats, quoi. Mais c'est vrai que l'humour, en fait, Akira Toriyama, c'était plus son délire, l'humour. Il était plus en mode Dr. Slump. D'ailleurs, je pense qu'il a été déçu que Dr. Slump n'ait pas le succès de Dragon Ball. Je pense que ça l'a déçu, quoi, parce que je pense qu'il tenait vraiment à Dr. Slump, beaucoup plus que Dragon Ball. Mais bon, si tu choisis pas ce qui marche, hein, c'est le public qui décide, en fait, c'est pas toi. T'as beau mettre tout ton amour dans ton œuvre, c'est le public qui décide s'ils aiment ou pas, voilà. Donc c'est pour ça que des fois, même au cinéma, dans la littérature, t'as des œuvres qui sont magnifiques, tu te demandes pourquoi cette œuvre n'a pas fonctionné, n'a pas marché au cinéma. Bon, je fais une petite parenthèse encore, vu que vous me lancez là-dessus. Dark City qui est sorti en même temps que Matrix. Dark City, il est génial ce film. Et il a pas marché. Je crois qu'il a pas marché au cinéma. Enfin bon. Ouais, voilà. 2015 de Ntosha Makaku. Orion de Kiro Games. Donc pour Kiro Games, c'est des Camerounais. Et ils avaient fait un jeu. Ils ont fait un jeu qui s'appelait Orion. Donc allez jouer au jeu aussi. Enfin, ou alors regardez le jeu sur internet si vous voulez. Et après, ils ont fait un dérivant. En fait, ils ont fait un manga d'Orion. Ils ont fait avec l'histoire d'Orion. Et il y a deux versions d'ailleurs. Il y a une version manga d'Orion et une version BD d'Orion. Ils ont fait les deux. La version manga est en noir et blanc. Ouais, avant Matrix. Mais c'était pas la même époque, c'est 99 les deux, non? Dark City et Matrix. Il y a Unchained d'Alexandre Da Silva. Je crois qu'il a sorti le tome 1. Il avait sorti en 2017. Il n'a pas encore sorti le tome 2. Ouais, il est bon dans la parodie Toriyama. Ouais, c'est exactement. Mais il s'en est émancipé en fait, comme je l'avais dit au début. Il s'est émancipé de l'histoire du roi singe par la suite. Il y a Red Flower de Just Louis Hart. Alors je sais pas si c'est son vrai nom, Louis Hart. Mais c'est le nom qu'il a sur Facebook.
Donc n'hésite pas à aller regarder Red Flower. Donc je le répète, hein, les mangas que je cite là, ce sont les mangas afro qui sont sortis avant 2020. Donc je répète, Makaku d'Entosha, Orion de Kiro Games, Unchained d'Alexandre Da Silva, Red Flower de Just Louis Hart, Section 9 de Steven Style, Waldo Papaye d'Alexandre Sainte-Rose. Donc je sais pas si un jour il tombera sur cette vidéo ou pas, mais si jamais il tombe là-dessus, parce que c'est un manga qui date, c'est un afro-caribéen qui a fait ce manga. Et s'il tombe sur cette vidéo, moi j'ai qu'une chose à lui dire, reprends ton manga, parce que ça fait 7 ans que les gens attendent la suite. Waldo Papaye, ça c'est mon avis personnel, après les gens font ce qu'ils veulent, mais pour moi Waldo Papaye, c'est le One Piece afro-caribéen. Voilà, tout est dit. Donc allez le lire, c'est magnifique. Il a fait un manga franchement génial, quoi. Tu retrouves vraiment la culture afro-caribéenne en lisant son œuvre. Il y a La Rose. C'est que celui que les mangaka appellent le dieu du manga s'inspirait des dessins de Walt Disney. Ah bah oui, oui, bah oui. Bah, pas que du dessin de Walt Disney, hein. Il s'est aussi inspiré de. Bah d'ailleurs, on dit que c'est le Walt Disney japonais. Hein. Osamu Tezuka, il s'est inspiré aussi des comics pour créer le manga. Et c'est grâce à lui, c'est lui qui a donné ses lettres de noblesse au manga, quoi. Sans Osamu Tezuka, il n'y aurait probablement jamais eu de manga, il n'y aurait jamais eu Dragon Ball, il n'y aurait jamais eu Ken le survivant, enfin, Okuto no Ken, il n'y aurait jamais eu Senseiya, voilà. Tous les mangas n'auraient jamais existé sans lui. Il a fait donc Osamu Tezuka, vu que tu en parles, ben, il a fait Le Roi Léo, et il a également fait Astro le petit robot. Donc n'hésitez pas à lire ses œuvres, elles sont magnifiques. Ah bah ouais, comme le dit... attends, je remonte. Comme le dit Isma, aucun créateur ne crée à partir de zéro. Par exemple, moi, tu vois, concernant la planète Taku, je m'inspire, et je m'en cache pas, hein, je m'inspire énormément d'Avatar, le maître de l'air. Je m'inspire de Naruto, je m'inspire de Dragon Ball. En fait, faut bien comprendre que un vrai créateur, il va s'inspirer des choses, mais s'inspirer, ça ne veut pas dire copier. C'est pas parce que tu t'inspires que tu vas recopier bêtement ce que les autres ont fait en code. S'inspirer, ce n'est pas genre je prends une illustration, je la copie, voilà, je la copie bêtement en créant un autre perso ou alors en changeant sa couleur ou alors en allant piocher des cases de manga qui existent, tu agences ton manga en prenant des cases à droite et à gauche de manga qui existent et tu essaies de faire une mise en scène avec, ça ne fonctionne pas, quoi. On ne fait pas un manga comme ça. Un manga, c'est, voilà, on fait la narration elle doit être personnelle, elle doit être... c'est comme un metteur en scène, quelqu'un qui fait un film, quelqu'un qui va faire un film, il va prendre sa caméra, il aura une façon de filmer, il va pas filmer bêtement comme les autres, quoi. Kubrick, il avait une façon bien spécifique de filmer. David Fincher, je sais pas si vous connaissez Fincher, il a une façon bien particulière de filmer. Nolan, il a une façon bien particulière de filmer. Fincher et Nolan, ils filment pas de la même façon. Tu leur donnes un scénario à ces deux mecs-là, à Fincher et à Nolan. Ils vont te faire deux films totalement différents, alors que le scénario est exactement le même. Et c'est ça en fait, c'est ça. C'est-à-dire que à partir de la même base, un vrai créateur, il ne fera pas la même chose que d'autres personnes. Il va apporter sa patte personnelle. On peut prendre Tarantino aussi. Tarantino, on le critique souvent en fait de plagiat. C'est-à-dire, mais c'est-à-dire qu'il récupère ce qu'il a aimé. C'est-à-dire que Tarantino, lui, comment il est entré dans le cinéma? Il bossait donc il regardait plein de films dans une vidéothèque. Je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque. Il a maté plein de films. Il fait plein de références à ces films, quoi. Mais c'est pas de la... C'est-à-dire que c'est des hommages qui ont en faisant ça. Quand il met la tenue de Bruce Lee dans Kill Bill, c'est une référence, c'est un clin d'œil, c'est un gimmick. Mais il ne copie pas bêtement, c'est-à-dire que derrière son propos, il y a un propos. Il ne recopie pas bêtement, il ne se contente pas de reprendre le truc sans savoir pourquoi il le prend, quoi. Par exemple, moi je peux le dire, hein, moi, la tenue de mes personnages dans la planète Taku, au début ils ont une tenue bien particulière, ben, je me suis inspiré de choses, hein. Et la tenue qu'ils ont par la suite, j'ai pris, là justement, je suis un grand fan de Bruce Lee, ben, j'ai repris la tenue de Bruce Lee et je l'ai mis sur mes personnages.
Et c'est d'ailleurs ce que Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, a fait. Quand il a designé Rock Lee, c'est la tenue de Bushi qu'il a repris. Hein. La tenue que porte Rock Lee et Gai Sensei, c'est la même tenue que Bushi, c'est juste qu'il a changé la couleur. Au lieu que ce soit jaune, il a mis en vert. Mais c'est la tenue de Bruce Lee qui a repris. D'ailleurs, Rock Lee, Bruce Lee. C'est pas sans raison. Et il fait une référence à Bruce Lee, il fait une référence avec Rock Lee, il fait une référence aussi à Jackie Chan, Drunken Master. Voilà. Ouais, c'est clair, quoi qu'on en dise, ça tabasse. Voilà, alors, quoi d'autre? Avant que je parle de cinéma, de qu'on parle là où on parlait des plagiats. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, comme le disait Isma, donc je reviens au... Comme le disait Isma, moi quand j'ai fait mes études d'art, la première chose qu'on nous a appris, c'est que tout existe, tout a déjà été fait. Mais ce qui importe, c'est, justement, comme ça a déjà été fait, on va le lire. Un scénario, les bases du scénario, ça existe depuis l'Antiquité. Hein. La mythologie grecque et tout, c'est ça, hein, c'est des scénarios. Hein. Quand on te parle de l'histoire les 12 travaux d'Hercule, on te parle de l'Odyssée, on te parle d'Ulysse, on te parle de la guerre de Troie. Toutes ces choses-là, ce sont des histoires en fait. Et voilà, donc nous, tout ce qu'on fait de nos jours, c'est juste on reprend ça et on le remet à notre sauce. Mais on n'invente rien, on innove, c'est de l'innovation, l'art c'est de l'innovation. Mais l'innovation, pour faire la différence entre innovation et copie, c'est qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu apportes à ce qui existe déjà. Comment tu vas narrer une histoire, quel cadrage tu vas choisir. Par exemple, là, vous voyez, là je vous mets comme ça, là. Je mets le téléphone comme ça. Ça n'a pas la même influence sur vous que si je mets le téléphone comme ça, ou si je le mets comme ça. Là, je suis en contre-plongée. Donc j'ai l'air plus imposant. Donc quand je vais faire un cadrage comme celui-là, dans une case particulière, c'est parce que j'ai une intention. Je veux provoquer quelque chose chez le spectateur qui verra mon personnage comme ça. Et au cinéma, c'est pareil. Donc voilà, et ça, faut connaître, faut maîtriser la mise en scène. Quand on maîtrise pas la mise en scène, mais on peut pas. Et moi, je vous dis ça, mais j'étais nul en mise en scène, moi. Hein. Quand j'étais à l'école, moi, j'ai passé 3 ans avec mon professeur Olivier Cotz. C'était mon professeur de mise en scène, Olivier Cotz. Il me parlait chinois. Pendant 3 ans, il m'a parlé chinois. Et c'est à la fin de ma 3e année que j'ai eu un petit déclic. Et j'ai compris, quoi. Tout ce qu'il m'avait montré, tout, ça ne me parlait pas. Et d'un coup, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Et ça m'a parlé. Mais c'est des choses qu'on doit apprendre. Voilà, la mise en scène fait partie d'une des choses qu'on doit maîtriser quand on veut créer une œuvre, que ce soit un film ou une bande dessinée. Et on met pas en scène un manga comme on met en scène un comics ou comme on met en scène une BD franco-belge. Ça n'a rien à voir. Le style de dessin n'est pas le même. La colo n'est pas la même. Enfin, les mangas, c'est en noir et blanc. On peut faire de la colo, mais même la colo des mangas, certains, c'est vraiment rare qu'il y ait de la couleur. Mais la colo, elle est vraiment très particulière. Ça n'a rien à voir. Même la colo entre les comics et la BD franco-belge aussi, la colo n'est pas la même. Ah oui, la mise en scène est prioritaire. C'est le cœur même, c'est l'âme d'une œuvre. Littéraire en tout cas. C'est l'âme, quand tu fais ton storyboard, voilà. On voit tout de suite. La mise en scène, c'est le cœur. Elle est prioritaire dans la narration, évidemment. Parce que c'est à travers la mise en scène que tu parles au lecteur. Le choix des cadrages. Bah oui, sinon il n'y a pas de dynamique. Hein. Il n'y a pas de dynamique, mais ça, pour le savoir, il faut maîtriser. C'est-à-dire qu'on peut pas... quelqu'un qui ne maîtrise pas ça, qui ne sait pas tout ça, ça va lui passer au-dessus. Il va sortir quelque chose qui aura rien de tout ça. Sauf que le grand public ne le verra pas, mais les vrais artistes, qui eux ont fait des études et ont appris toutes ces choses, ça leur sautera aux yeux tout de suite, quoi. C'est flagrant. Ah bah ouais. Et la dynamique, faut la maîtriser. Et encore, là, on parle de mise en scène, mais il y a aussi le style graphique. L'anatomie des personnages, il faut maîtriser l'anatomie, il faut maîtriser le style. Pourquoi on va partir sur du cartoon sur un personnage, et pourquoi on va partir sur un style réaliste. Mais les gens qui maîtrisent pas ça, ils vont te mettre un personnage qui est ultra stylisé, ultra cartoonisé, et à côté ton autre personnage qui sera ultra réaliste, quoi.
Et il s'en rend même pas compte parce qu'il a pas ses connaissances. Sauf qu'un lecteur qui s'y connaît un minimum, enfin un artiste lecteur qui s'y connaît, mais il se dit attends, mais pourquoi ce personnage il est ultra cartoonisé et l'autre juste à côté, alors que c'est un personnage principal d'ailleurs, et à côté t'as un personnage lambda qui est ultra réaliste quoi. C'est quoi le... C'est tout un métier, voilà. C'est tout un métier. Les volumes, la perspective, voilà, c'est des choses qui s'apprennent. On ne s'improvise pas mangaka. Et ceux qui s'improvisent mangaka, ben pour moi c'est une forme de manque de respect quoi. Ils ne respectent pas cet art. Tout simplement. Comme on peut parler de médecin. Hein. Est-ce que vous avez déjà un médecin, il fait des études. Un mec il va pas dire... imaginons que vous deviez vous faire opérer. Vous devez vous faire opérer. Et là vous avez le choix entre deux médecins. Il y en a un qui est hyper cher. Il y a un médecin qui est hyper cher, sauf qu'il a fait des études et tout. Voilà, il a fait des études, il est compétent. Et là, il y a un autre qui te dit ouais, mais j'ai appris tout seul moi-même. T'inquiète, je te le fais à bas prix. Vas-y, viens, je te passe au bistouri. Vous allez choisir lequel? Vous allez choisir lequel des deux médecins, honnêtement? Vous allez choisir celui qui est moins cher ou vous allez prendre, quitte à vous endetter, vous allez partir avec le plus riche. Donc c'est pareil pour l'art. C'est pareil pour l'art, c'est pareil pour tout. L'art, c'est pas... c'est un art majeur en fait. Même Gainsbourg le disait. Ah oui, Redskin de Starks. Mais j'ai pas parlé de lui parce que j'ai parlé d'Afro Manga. Mais je parlais attends, si, j'avais pas envie d'en parler en fait, j'avais pas fini. Parce que je suis parti sur autre chose. Mais Starks, évidemment, qui a fait Redskin. Mais Redskin, c'est pas un Afro Manga. C'est un manga fait par un Afro-descendant. Mais lui, il est plus dans le délire manga classique, quoi. Mais effectivement, ouais, faut en parler. Ouais, faire ses classes, c'est la base. Mais il y en a qui font pas la classe et qui survolent tout, quoi. Donc, ah oui, je voulais parler de La Rose, de Sylvain Levesque, qui parle du judoka Afro La Rose. Donc, La Rose, c'est un Afro-Caribéen, je crois, si j'ai pas de bêtises, un Martiniquais, qui était champion en 2014. Donc, l'histoire du manga, c'est... justement, il se blesse, ça veut dire qu'il doit participer à un tournoi de judo international, et il se blesse, et il décide quand même de participer au tournoi. Et voilà, donc je vous en dis pas plus, vous regarderez cette histoire. C'était avant l'ascension c'était juste avant l'ascension. En fait, c'est l'année de l'ascension de Teddy Riner. Ça d'ailleurs. Parce que c'est en 2014 que Teddy Riner s'est fait connaître au Brésil. Non, c'est en 2010 qu'il s'est fait connaître. Peut-être que je dis des bêtises. Donc voilà, La Rose, sauf que c'est... Bon, pour moi c'est un manga afro, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est un manga afro. Déjà, ça nous raconte une histoire d'un afro-descendant qui existe. Moi, je connaissais pas du tout ce judoka. Et moi, je trouve ça génial, mais c'est un Européen qui a fait ce manga, c'est Sylvain Levesque. Ils sont amis tous les deux. Sauf que La Rose, il s'est pas dessiné, c'est Sylvain qui s'est dessiné. Et Sylvain a voulu mettre en scène, en manga, en version manga, une période de la vie de son ami La Rose, quoi, tout simplement. Et c'est un afro-manga. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est pour vous dire, en fait, que l'afro-manga, on n'est pas obligé d'être afro-descendant pour faire de l'afro-manga. On peut venir comme... parce que dans l'afro-manga, il y a le mot manga. Le manga, c'est fait à la base par des Japonais. Et si nous, en tant qu'afro-descendants, comme Stark, qui a fait Redskin, il fait des mangas, pourquoi d'autres personnes n'auraient pas le droit de faire qui ne sont pas forcément afro, n'auraient pas le droit de faire de l'afro-manga, quoi. Le but au final, c'est quoi? C'est qu'il y ait que des afro-descendants qui fassent de l'afro-manga, ou qu'il y ait de plus en plus d'œuvres avec des personnages afro, pour avoir des jeunes qui puissent s'identifier, pour que les jeunes... des générations qui viennent là, n'est pas la problématique que moi j'ai pu avoir quand j'étais petit, quand je regardais des dessins animés. Au final, c'est ça le but en fait. On s'en moque de qui il y a derrière. Qu'il soit blanc, qu'il soit japonais, qu'il soit, enfin, asiatique, qu'il soit afro, le créateur, c'est, voilà. S'il a envie de raconter, il le raconte, c'est tout. Voilà, la culture, ça se partage en fait. Et c'est ça en fait. C'est le mot afro-manga, c'est le partage. C'est vraiment le partage de culture parce que dans le mot afro-manga, il y a le mot afro, mais il y a aussi le mot manga. C'est-à-dire que c'est un terme 100% japonais qu'on a récupéré, auquel on a collé le mot afro. Donc, c'est un partage. Et si on partage, il faut accepter que les autres partagent aussi, quoi. Sinon ça n'a aucun sens. Et si on n'accepte pas ça, on fait comme manga, tout simplement. Voilà, la culture, c'est le lien. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'avais choisi ce terme pour faire la Pentaku, parce que, justement, un des thèmes principaux de la Pentaku, c'est l'échange, parce qu'il y a le choc des cultures,
il y a le peuple d'Yellow qui va faire la connaissance du peuple Mongo. On va voir comment ces deux peuples-là vont interagir ensemble. Il faudra lire le manga, je vous en dis pas plus. Bon, oui, voilà, de plus en plus de faites par des humains pour des humains. Voilà. Et voilà, donc j'ai parlé de la rose. Et ben ensuite, pour finir, ben la planète Taku, fait pour moi. Makandi, le terme Makandi qui signifie vivre ensemble d'ailleurs. Et donc c'est un manga qui met en avant le Jokan, mais surtout la Guyane, parce que ça se passe dans un environnement guyanais, avec 3 peuples. Donc les Bushinengue, les Créoles et les Amérindiens. Et ben c'est dessiné par Isma, qui est présent d'ailleurs sur le chat. Voilà. Moi je supervise, je fais les designs, et lui il dessine. Voilà. Et ah oui, et j'ai oublié au Taji l'enfant du désert en fait, The Child of the Desert. C'est un one shot lié à la planète Taku. C'est-à-dire que c'est le scénario que j'avais prévu de faire à la base pour le court métrage de Taji l'enfant du désert, que j'ai voulu adapter au manga parce que j'y tenais vraiment en fait à cette histoire. Je sais pas pourquoi j'y tenais, mais j'y tenais vraiment. Et d'ailleurs vous pouvez la lire cette œuvre, elle est en anglais. C'est Isma qui l'a dessiné aussi. Et on a bossé ensemble là-dessus pour participer au Tezuka Contest. Donc je vous invite à aller le lire si vous n'êtes pas anglophone. N'hésitez pas à aller lire Taji, The Child of the Desert. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. C'est une œuvre vraiment intimiste. C'est un one-shot de 55 pages. Et c'est vraiment une histoire qui me tient à cœur. J'adore la planète Taku. Mais pour le coup, Taji l'enfant du désert, c'est vraiment le scénario de base que j'avais prévu. Donc ceux qui ont lu les deux, ils verront certaines similitudes entre les deux. Bon, déjà le héros s'appelle Taji, comme un des personnages principaux de la planète Taku. On retrouve d'autres éléments qui rappellent donc la raie de sable, on retrouve l'arbre est sacré, on retrouve le chef du village avec sa main, on retrouve voilà, le village de la main, voilà. Donc mais lisez-la, franchement, et dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est mon œuvre intimiste qui me tenait à cœur. Et le fait de l'avoir fait, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà. Et ensuite, ben, terminons par le terme afro-manga. Est-ce que vous trouvez que le terme afro-manga est pertinent? Parce qu'il y a d'autres termes qui existent. Il y a d'autres termes qui existent. Donc, Stark, salut. Il vient d'arriver à la fin. Les termes qui existent. Il y a 2 termes qui existent en fait. Est-ce qu'il serait pas pertinent comme tu as parlé de Tezuka? C'est qui avait parlé de Tezuka déjà? Comment il s'appelle? Je remonte. Napak, je crois que c'est Napak, je crois que c'est toi qui a Napak Lunatic, je crois que c'est toi qui a parlé de Tezuka. C'est toi qui a parlé de Tezuka. Ben, Tezuka, comme on l'a dit, Osamu Tezuka, il s'inspirait de Disney, mais surtout des comics pour créer les mangas. Et il n'a pas appelé ce style comics, il l'a appelé manga. Donc est-ce qu'il ne serait pas pertinent pour nous afro-descendants de s'émanciper du terme afro-manga? Et à vous de me dire ce que vous en pensez, hein. Mais il y a 2 termes qui émergent là, et on verra lequel sera choisi. Donc d'abord il y a on peut dire BD franco-belge, comme on dit, on peut dire BD africaine, pardon, comme on dit BD franco-belge. Sinon il y a 2 termes. C'est Amadiora. Le premier terme, Amadiora, qui est un terme afro en fait, qui a été créé par 3 Africains qui sont partis s'installer au Japon, qui veulent créer une boîte d'édition, une boîte de jeux vidéo, et une boîte audiovisuelle en fait de films d'animation. Et voilà, donc eux ils ont appelé ça Amadiora. Donc pourquoi pas, c'est un terme intéressant, Amadiora. Et donc Amadiora ça veut dire African Most Appling Drawing an International Online Revealer of Artists. Donc je sais pas si je dis Revealer of Artists. Voilà, donc c'est ça Amadiora. African Most Appling Drawing an International Online Revealer of Artists. Sinon, il y a un autre terme qui a été créé par une autre personne, mais ce terme il vient plutôt des Kamites. Il vient des Kamites ce terme. C'est le terme Kemti. Kemti ça s'écrit K-E-M-T-Y. Et donc Kemti, Kem dans Kemti ça veut dire, donc K-E-M ça signifie noir, et T-Y-T ça signifie image. Donc voilà, donc ça voudrait dire image de la communauté noire. Donc qu'est-ce que vous en pensez?
Amadiora, Kempti, Afro Manga. Voilà, donc ces 3 termes en fait, on verra lequel émergera quoi. Mais je trouve ça vraiment intéressant, pouvoir s'émanciper du terme Afro Manga. C'est très intéressant et pertinent. Faire comme Tezuka en fait, parce que Tezuka, bah, pour créer les mangas. Voilà, donc voilà, il y en a qui aiment Kempti, il y en a qui aiment Amadiora. Pourquoi pas les deux, hein? Il pourrait y avoir les deux aussi, hein. Ouais, Amadiora ça a du sens, mais Kempti aussi ça a du sens, hein. Donc voilà, à vous de me dire, bah, je vous lis là, hein. Donc ça c'était le dernier sujet, c'était le dernier thème. Voilà, donc c'est tout ce que j'aurais dû dire normalement, lors de l'émission, mais... Voilà, le terme est plus pensé, ouais. Kempti. Mais franchement, honnêtement, moi j'aime les deux, hein. J'aime bien Amadiora, j'aime bien Kempti, quoi. Ah bah ouais, Afro Manga, c'est... Bah ouais. Autant s'émanciper, quoi. Ouais, donc vous parlez... Donc donc Afro Manga, le terme ne vous intéresse pas. Vous êtes plutôt pour Kempti et Amadiora. Ouais, moi je suis d'accord, hein. Franchement, je suis d'accord. Après, est-ce qu'on pourrait pas dire, ben, Amadiora serait pour les BD africaines en noir et blanc, et Kempti pour les BD, non, ah non, Kempti pour les BD africaines en noir et blanc, et Amadiora pour les couleurs, ou alors les deux. Afro Manga est déjà là, on peut le garder avec un autre, ouais. Ouais, émancipation, bah oui. Faire comme Tezuka, quoi. Parce que Tezuka, il s'est émancipé du terme comics. Donc on pourrait également s'émanciper du terme manga, quoi. Même si là, on s'inspire énormément de la narration et tout. C'est vrai il nous faut un terme, en fait. Il nous faut un terme. Les Européens, ils ont leur terme. Les Américains ont leur terme. Les Japonais, enfin, les Asiatiques ont leur terme. Donc pourquoi les Africains n'auraient pas également leur terme, quoi. Ce serait intéressant. Donc voilà, le débat est ouvert. Ouais, c'est trop connoté, ça manque de sens, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Amadiora est issu du terme anglophone, ouais. Donc Kempti, quoi. Pour Kempti, je crois que ça s'écrit comme ça. Je voulais marquer Kempti. Kempti. Ça s'écrit comme ça. K-E-M-T-Y. Donc je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Kem, c'est noir. Et Ti, image. Image de la communauté noire. C'est vrai que le terme est bien. C'est dommage que celui qui m'a fait connaître ça, il est pas là. C'est Pio. Pio, bon, on en parlera. On fera une vidéo avec lui bientôt. C'est un YouTuber qui parle de manga justement. Et il parlait de ça. C'est grâce à lui que j'ai entendu parler de ce terme. Bah ouais, le différentiel couleur noir et blanc, ça peut être intéressant, hein. Après, faut voir, hein, est-ce que Kempti, vu que ça veut dire image de la communauté noire, est-ce que ce serait réservé aux œuvres afro qui seraient entièrement noir et blanc, et le terme Amadiora pour les œuvres en couleur, ou l'inverse? Mais j'avoue que les deux sont intéressants. Les hiéroglyphes étaient déjà de la BD, donc Kempti, c'est de l'art séquentiel. Effectivement, là tu marques un point, tu touches Tonak, ouais. Carrément, touché. Touché. L'art séquentiel, ah ouais, là t'as marqué un gros point là. Donc les premiers, les premiers au final à avoir fait de la bande dessinée, c'est des Africains encore. Voilà, c'est les premiers, mais c'est les derniers à trouver un terme pour nommer leur œuvre, quoi. Ouais, donc vous êtes tous partants pour... Ah ben, il reste plus que 26 secondes, 25. Donc, est-ce que vous voulez que je fasse un live encore pour continuer à débattre, ou est-ce que ça vous suffit? Histoire que je lance rapidement pour continuer à débattre, ou ça vous suffit? Mais je laisserai le lien, je mettrai la vidéo sur Instagram pour ceux qui voudront la regarder après. 8, 7, 6, 5. Ça va couper 4, 3. À toutes.